Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur un document assez particulier. C'est un rapport mensuel citoyen pour la ville de Nyon qui date d'août 2023. Ah oui, Oui, un travail entièrement bénévole. Une sorte de, comment dire, de journal de bord, d'observation locale, quoi. d'accord. Intéressant comme démarche. L'auteur le présente vraiment comme un devoir civique, vous voyez? Garder un œil sur les autorités, s'assurer que les lois sont bien les mêmes pour tout le monde. Le principe d'égalité devant la loi, en somme. Exactement. Et il insiste bien, ce n'est pas du journalisme, ni de l'autopromo sur les réseaux. Non, lui, son truc, c'est plutôt les images, pour prouver ce qu'il voit. Oui, et ce qui est intéressant là-dedans, c'est justement cette perspective très personnelle, quoi. À la première personne. Complètement en dehors des circuits officiels. Mhm. Du coup, on a un regard assez brut sur la vie locale, sur les petites frictions qu'il peut y avoir entre le commerce, les fêtes, les règles, et puis le quotidien des gens qui habitent là. C'est ça. Notre but aujourd'hui, ça va être un peu de décortiquer ensemble les points clés qu'il soulève, non? Absolument. Alors, allons-y. Qu'est-ce qui ressort de ce rapport? C'est quoi les observations, les questions que ce citoyen met en avant sur Nyon? Vas-y, commence. D'abord, il y a son rôle. Il insiste beaucoup là-dessus. Il se voit comme un observateur vigilant. C'est presque un devoir démocratique pour lui. D'accord. Et il se démarque bien des journalistes. C'est pas la même approche, dit-il. Et il refuse les réseaux sociaux. Peut-être qu'il voit ça comme de l'autopromotion, je sais pas. Mhm. Et raconte même une petite anecdote sur un marché. Une commerçante lui aurait dit « Passez, monsieur, vous êtes chez vous ». Ça montre qu'il est sur le terrain, qu'il est visible, quoi. Oui, c'est cette posture de citoyen vigie. C'est intéressant, mais ça pose question, non? La légitimité, l'impact réel de ce genre d'initiative solo. C'est vrai. Par rapport aux plaintes officielles, aux médias, Voilà, est-ce que ça pèse vraiment? Et puis, il y a cette insistance sur les preuves visuelles, les photos, les vidéos qu'il dit garder précieusement. oui, il documente. C'est sa méthode. Une documentation très factuelle pour appuyer ses dires. Mais est-ce que ça marche? Est-ce que l'image seule suffit pour dialoguer avec les autorités ou même les autres habitants? Ça, c'est pas évident. Ensuite, le gros du morceau, on dirait, c'est la vie nocturne. Les événements, on les règle. Ah oui. Il prend l'exemple de Rive Jazzy, et là, il pose des questions assez directes. Est-ce que le choix des lieux de concert, c'est pas fait pour favoriser certains restos? Une sorte de favoritisme déguisé? Peut-être, c'est ce qu'il suggère. Il se demande aussi si les organisateurs, qu'ils pensent être bénévoles, reçoivent pas des consommations gratuites de ces restaurateurs. D'accord, il cherche les petits arrangements potentiels? On dirait bien. Et autre chose qui l'intrigue, l'association du quartier de Rive. La cotisation n'est pas donnée, 150 francs suisses. Ah oui, quand même. Et pourtant, apparemment, il n'y aurait aucun restaurateur parmi les membres. Alors que, rappelle-t-il, ils ont eu des aides pendant le Covid. Il pointe une sorte de décalage là. Oui, comme si ceux qui profitent le plus de l'animation du quartier ne s'impliquaient pas avant l'association locale. Ce qui se dessine clairement ici, c'est la tension classique, hein. L'animation, les événements qui font vivre la ville versus le besoin de calme des résidents, surtout la nuit. Bien sûr. Et la question qui revient sans cesse, c'est l'application des règles. Est-ce qu'elles sont pareilles pour tout le monde? Est-ce qu'elles sont respectées? Ça a l'air d'être vraiment sa préoccupation numéro 1. Oui, ça se voit dans les exemples sur le bruit. Il raconte une soirée le dimanche 16 juillet. Après minuit, il y avait encore des clients dehors, chez Medmarket et d'autres endroits. Tard donc. Oui. Et une voisine, il précise qu'elle habite un logement subventionné. Ce qui, pour lui, a peut-être une signification. Peut-être qu'il sous-entend qu'elle est plus sensible au bruit ou qu'elle a moins les moyens de se plaindre. Difficile à dire, mais il le note. Bref, cette voisine appelle la police. Et lui, il note tout. 0110, 0137. Départ de la police vers 1h07 du matin. Ah oui, cette précision des horaires, c'est parlant. Ça montre qu'il veut vraiment documenter de façon quasi incontestable. C'est pas juste « il y avait du bruit », c'est « voilà les faits, les heures ». C'est ça. Et il cite aussi un pub qui doit fermer à 22 heures. La police passe, l'établissement a déjà eu des amendes, et il renvoie même à la campagne cantonale contre le bruit. Donc il montre qu'il y a des règles, des contrôles. Mais Mais que ça continue. Donc la question derrière, c'est pourquoi? Est-ce que les règles sont pas assez claires, pas assez dissuasives, ou juste trop difficiles à faire appliquer tout le temps? et parfois ça chauffe. Il raconte une dispute pendant la fête de la musique. Une copropriétaire face à la gérante d'un pub. Ah oui. Le ton monte. Vous enlevez ça ou j'appelle la police. Et la réponse? Appelez la police alors. Voilà, le conflit direct, ça illustre bien les frictions du quotidien en ville. Tout à fait. Autre cas, le restaurant Terrénal. Il dit avoir filmé des gens qui dansaient dehors, juste avant minuit. Il avait mis la vidéo sur YouTube Et et il l'a retirée, parce qu'il n'a pas eu de réponse d'un certain Monsieur Riss. Mystérieux.
Hmm. Du coup, il se demande, est-ce qu'ils ont une autorisation spéciale? Comme celle du resto de la plage, peut-être. Mais attention, il précise bien, même si c'est plus en ligne, il a tout gardé sur son disque dur. C'est intéressant ça, ces histoires d'autorisation spéciale, de dérogation. C'est souvent là que ça coince pour l'équité, non? Bah oui. Pourquoi eux et pas les autres? Sur quels critères? Exactement. Ça peut créer beaucoup de ressentiment. Et le fait qu'il garde à l'épreuve, même retiré du public, ça montre une certaine détermination, ou peut-être une méfiance, une volonté de garder des cartes en main. On change de sujet, mais on reste dans les classiques de la ville. L'espace public, l'accès, le stationnement. Ah, le stationnement. Vaste sujet. Il mentionne vite fait des locataires dont l'accès serait bloqué. On n'a pas l'image, donc bon. Mais plus concret, des motos garées devant un immeuble, c'est pas apprécié. D'accord. Et il ajoute un petit sauf. Il se demande s'il y a des exceptions, des autorisations, ou c'est juste une question sur la tolérance. Bonne question. Et pour les voitures, il est lapidaire. Je ne parle même pas des voitures. Ah ok, donc c'est pire. Apparemment. Paye leur place, leur macaro. C'est encore une question d'équité, en fait. Toujours le respect des règles communes, mais ça va plus loin. Comment on gère cet espace public? C'est juste pour les voitures ou c'est un lieu de vie partagé? Ces remarques, même courtes, ouvrent là-dessus. Autre gros chapitre, les grands événements. Le Nyon Street Food Festival, par exemple. Oui, Il reconnaît que ça marche bien, que c'est populaire, mais ils utilisent le mot « stratégie » et ils citent Édouard Bernays. ah, Bernays, le neveu de Freud, pionnier des relations publiques, de la manipulation de l'opinion, on peut dire. C'est ça. Le citer ici, c'est pas anodin. Non, clairement pas. Ça suggère qu'il voit derrière le succès populaire quelque chose de construit, de marketé, peut-être en cachant les inconvénients. C'est une critique assez fine de la com événementielle. Et justement, les inconvénients, il en parle. La dépendance à la voiture. Il dit « Les voitures étaient garées des deux côtés de la rue jusqu'à les Abériaux. Apparemment, c'est loin. » Oui, ça illustre bien la saturation, les bouchons, tout ça, que ces grands événements peuvent causer. C'est clair. C'est un peu la face cachée de la fête, quoi. La logistique, l'impact sur la mobilité, sur l'environnement. Est-ce que l'attractivité justifie tout? C'est souvent le nœud du problème. Et qui dit événement, dit déchets. Autre point noir, selon lui. Il salue les bénévoles qui nettoient, mais il doute que le nombre de poubelles ait été suffisant. Il a vu des poubelles débordées? Oui, ou entendu dire, il a été prévu une plus grande quantité, ce qui suggère que non. Et il note lui-même au quai 23, un autre jour, il n'y a jamais assez de poubelles. D'accord. Et là, il élargit, il fait le lien entre ces poubelles pleines et la pollution plastique du Léman. Il cite même un chiffre de la RTS, 50 tonnes par an sur les rives suisses. C'est bien de faire ce lien. Ça sort du petit problème local pour toucher à un enjeu écologique majeur. Exactement. Ce qui est juste une nuisance visuelle ou pratique devient le symptôme d'un problème bien plus grave avec notre gestion du plastique. Ça donne du poids à son observation sur les poubelles. Et pour finir, il s'attaque aux fêtes du 1er août, les célébrations nationales. Oui. Qu'est-ce qu'il en dit? Il est très étonné, voire choqué, que les feux d'artifice et les feux de joie aient été maintenus. Il cite des articles de presse, le site de la ville, qui le confirmait. Et le problème, c'est... C'est le contexte de pénurie d'eau. Ça lui semble aberrant. Ah oui, la contradiction. Voilà. Et là, sa réflexion part plus loin. C'est presque philosophique. Il cite le Club de Rome, Les limites de la croissance, oui. des années 70. C'est ça. Et il parle même du scarabée japonais, l'insecte invasif, comme un futur régulateur face à nos excès. C'est une image. Assez sombre, oui. Et il conclut comment? Par une phrase ironique. L'homme est l'aboutissement de la création, avec un gros point d'interrogation derrière. C'est fort. Cette partie montre bien comment une décision locale, on maintient les feux ou pas, peut ouvrir sur des questions hyper larges. Sur nos priorités, en fait. Exactement. La tradition festive versus l'urgence écologique, l'eau, la pollution lumineuse, sonore, et les références au Club de Rome, au scarabée, même si ça peut paraître un peu étrange, ça sert à ça, replacer le local dans un contexte planétaire, les limites, les conséquences. Le point d'interrogation final, c'est une invitation à se questionner sur notre place, quoi. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de ce rapport citoyen sur Nyon? On voit bien des tensions récurrentes, non? Oui, clairement. L'animation, la fête, face aux règles, aux besoins de calme, le partage de l'espace public qui coince, souvent, l'impact sur l'environnement, qu'on a tendance à oublier, et puis en filigrane, toujours cette question de l'égalité devant la loi. Et pour lui,
la nécessité de cette vigilance citoyenne. C'est tout à fait ça. Ce document, par son côté direct, sans filtre et avec des observations parfois très précises, il met en lumière les défis très concrets du vivre ensemble au quotidien. Oui, c'est pas toujours simple, hein. Non. Et ça montre comment l'application des règles, c'est compliqué, c'est sujet à interprétation, ça crée des frustrations, un sentiment d'injustice parfois, et ça montre aussi qu'un regard individuel, même amateur, en dehors des clous, Peut avoir un rôle. oui, un rôle de documentation déjà, noter des choses qui sinon passeraient inaperçues, et puis un rôle de questionnement, interpeller, même sans le dire directement, sur la cohérence, sur l'équité des pratiques locales, une sorte de monitoring par le bas. Et ça nous laisse avec une dernière question, peut-être, pour nos auditeurs. Quelle est la portée réelle de cette démarche? Est-ce que ce type d'observation individuelle peut vraiment faire bouger les lignes? Changer les pratiques des autorités, des commerçants, des autres. Voilà, ou est-ce que ça reste surtout un exutoire personnel? Une façon de gérer sa propre frustration face à ce qu'on perçoit comme des défauts ou des injustices? C'est une vraie question Complexe. sur la place et l'efficacité de l'engagement citoyen individuel aujourd'hui. Une question ouverte, effectivement. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse. Et à bientôt pour une nouvelle exploration.